Dans le tunnel d'embarquement du terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle, l'atmosphère était saturée d'une tension presque palpable. Un mélange d'odeurs de carburant d'avion, d'air recyclé et d'impatience humaine. Les néons blafards projetaient une lumière crue sur les visages fatigués des voyageurs, certains traînant des valises à roulettes qui claquaient bruyamment sur le sol lisse, d'autres consultant frénétiquement leur téléphone pour vérifier l'heure ou les messages. Les annonces diffusées par les haut-parleurs se mêlaient au brouhaha des conversations, des pleurs d'enfants et des pas précipités, créant une symphonie chaotique typique des grands aéroports parisiens. Au cœur de ce tumulte, Sophie Dubois, une fillette de 12 ans aux yeux pétillants et aux tresses ornées de perles multicolores, avançait avec une précaution presque solennelle, serrant contre sa poitrine un portfolio d'art qu'elle avait elle-même décoré. Ce n'était pas un simple bagage à main. C'était une œuvre d'art en soi, ornée de motifs floraux délicats, des roses écarlates entrelacées de lys dorés et de bleuets sauvages, inspirées des champs de Provence où elle passait ses étés avec sa grand-mère. À l'intérieur, soigneusement protégées par des pochettes en plastique, reposaient ses créations, des esquisses au fusain d'une précision remarquable, des aquarelles vibrantes capturant la lumière du soleil couchant sur la Seine, et, pièce maîtresse, une peinture spéciale, un portrait de sa grand-mère entouré de coquelicots flamboyants, destiné à être offert lors de leurs retrouvailles à Londres. Ce portfolio n'était pas qu'un objet. Il était le réceptacle de ses rêves, un pont fragile entre l'imagination débordante d'une enfant et l'ambition de briller au prestigieux concours d'art jeunesse de Londres, où elle avait été sélectionnée parmi des centaines de candidats. À ses côtés, sa mère, Isabelle Moreau, une femme élégante au port altier, vêtue d'un tailleur beige qui évoquait la sobriété chic parisienne, lui adressait un sourire doux, ses doigts effleurant l'épaule de Sophie pour apaiser son excitation mêlée de nervosité. Elles embarquaient sur le vol 92 d'Air Lumière, reliant Paris à Londres Heathrow, un voyage qui promettait d'être le couronnement d'une année de travail acharné pour Sophie. La fillette avait choisi le siège 19A, près du hublot, rêvant déjà de dessiner dans son carnet la danse éphémère des nuages, ses formes cotonneuses baignées par les lueurs dorées du crépuscule, un spectacle qu'elle imaginait comme une toile vivante. Lorsqu'elles pénétrèrent dans la cabine du Boeing 737, l'ambiance changea subtilement. L'air semblait plus confiné, saturé par l'odeur des sièges en cuir synthétique et des plateaux repas déjà préparés dans la galerie arrière. Les hôtesses à l'entrée, vêtues de l'uniforme bleu marine d'Air Lumière, une jupe droite et un foulard soigneusement noué, arborant des sourires mécaniques, des masques professionnels figés par des années de routine. L'allée centrale était un théâtre de désordre organisé. Des passagers s'affairaient à ranger leurs bagages dans les compartiments supérieurs, certains forçant des valises surdimensionnées dans des espaces trop étroits, provoquant des grognements et des soupirs d'exaspération. D'autres cherchaient leur place, consultant leurs billets avec une impatience mal dissimulée, tandis que des enfants couraient entre les sièges, ajoutant à la cacophonie. Sophie, son portfolio serré contre elle, suivait Isabelle, qui scrutait les numéros des rangées avec une précision méthodique. Elles atteignirent enfin la rangée 19, où un espace partiellement libre dans le compartiment au-dessus du siège semblait parfait pour accueillir le précieux sac de Sophie. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'installer, une silhouette se dressa devant elle comme une ombre importune. Claire Dupont, une hôtesse de l'air d'une quarantaine d'années, dont le visage portait une moue d'agacement chronique, comme si chaque passager représentait une offense personnelle à son autorité. Avec ses 20 ans d'expérience dans les airs, Claire gérait l'embarquement comme un général sur un champ de bataille, son regard perçant scrutant chaque détail avec une sévérité inutile. Ses lèvres pincées, son chignon impeccable et ses gestes brusques trahissaient une fatigue accumulée, mais aussi une arrogance ancrée dans son comportement, une sorte de supériorité autoproclamée qu'elle exerçait sans vergogne sur les passagers. « Excusez-moi, madame », dit Isabelle avec une politesse étudiée, cherchant à contourner Claire pour atteindre leur siège. La réponse de l'hôtesse fut immédiate, mais dépourvue de toute chaleur. « Ce sac », lança-t-elle en pointant le portfolio de Sophie d'un doigt accusateur, « il ne rentrera pas là-haut s'il est trop épais. » Sa voix était tranchante, presque hostile,
comme si Sophie, par sa simple présence, violait une règle implicite d'air-lumière. Isabelle, surprise par ce ton, répondit avec un calme mesuré, fidèle à l'élégance française. « Il est parfaitement aux normes, je vous assure. Nous l'avons mesuré avant l'embarquement. » Sophie, sentant le regard scrutateur de Claire s'attarder sur ses tresses ornées de perles multicolores, un style qu'elle avait choisi avec soin pour refléter sa personnalité vibrante, ajouta d'une voix timide mais assurée. « C'est mon portfolio d'art. Il est conçu pour être fin. Il contient mes dessins. Et une peinture spéciale pour ma grand-mère à Londres. » Elle leva les yeux, espérant un sourire, une once de compréhension, un signe que cette hôtesse pourrait reconnaître l'importance de ce qu'elle portait. Mais Claire, loin d'être apaisée, plissa les yeux, son expression se durcissant. « On verra bien, » marmonna-t-elle, son ton chargé d'un mépris à peine voilé. « Certains pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. » Ce commentaire piqua Sophie au vif, mais elle garda son sourire, déterminée à ne pas laisser cette femme ternir l'excitation de son voyage. Arrivée à la rangée 19, elle repéra l'espace libre dans le compartiment au-dessus de son siège, occupé seulement par un petit sac mou qui semblait appartenir à un passager distrait. « Maman, regarde, il va rentrer parfaitement !» s'exclama-t-elle, sa voix vibrant d'enthousiasme juvénile. Elle leva son portfolio avec précaution, prête à le glisser soigneusement dans l'espace disponible, s'assurant que les coins délicats ne s'abîment pas. Mais avant qu'elle ne puisse achever son geste, Claire Dupont réapparut, comme surgie de l'ombre, son impatience palpable dans chacun de ses mouvements. « Non, pas comme ça », aboya-t-elle, sa voix coupante comme une lame. « Vous prenez trop de place. Il faut le mettre de côté, plus au fond, sinon il risque de bloquer tout le compartiment. » Sophie, confuse, sentit une boule se former dans sa gorge. « Mais il risque d'être écrasé !» protesta-t-elle doucement, sa voix tremblante. « Mes dessins sont dedans, et ma peinture pour ma grand-mère. C'est fragile. » Elle serrait son portfolio plus fort, comme pour le protéger de cette femme dont l'attitude semblait dépourvue de toute humanité. Claire, sans un soupçon d'empathie, coupa net. « Tous les bagages doivent être rangés correctement pour des raisons de sécurité. C'est la règle. » Son ton était sec, presque robotique, comme si elle récitait un règlement qu'elle n'avait jamais pris la peine de remettre en question. Elle tendit la main vers le portfolio, mais Sophie, instinctivement, le serra encore plus fort contre elle. « Je peux le faire moi-même, s'il vous plaît, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, empreinte d'un mélange de peur et de détermination. L'hôtesse, exaspérée, laissa échapper un soupir bruyant, chargé de mépris. « Donnez-moi ça !» ordonna-t-elle, saisissant un côté du portfolio avec une brusquerie qui contrastait avec les gestes délicats de Sophie. Dans la lutte maladroite qui s'ensuivit, la fillette tenta désespérément de guider son sac avec précaution, tandis que Claire le poussait avec une force inutile. Le portfolio glissant des mains de Sophie tomba dans l'allée avec un bruit sourd, atterrissant sur le tapis usé de l'avion, à quelques centimètres des pieds des passagers voisins. Un silence tendu s'installa, ponctué par les regards curieux et les murmures des voyageurs proches. Puis, l'impensable se produisit. Claire, au lieu de ramasser le sac ou de s'excuser, laissa échapper un « pff » dédaigneux et, d'un geste délibéré, poussa le portfolio du pied. Ce n'était pas un coup violent, mais un mouvement méprisant, la pointe de sa chaussure noire raclant le sac contre une fixation métallique de l'allée, provoquant un bruit de frottement qui résonna comme une insulte. « Dégagez ça, les gens essaient d'embarquer. » lâcha-t-elle, son ton chargé d'une indifférence cruelle, comme si le portfolio n'était qu'un déchet encombrant. Un cri étouffé s'échappa des lèvres de Sophie. Une longue rayure grisâtre zébrait maintenant les motifs floraux de son portfolio, soilant les rosés et les lys qu'elle avait peints avec tant de soin. Un coin du sac était enfoncé, déformant la structure, et une petite déchirure apparaissait sur le bord, là où le métal avait mordu le tissu. « Mes dessins !» murmura-t-elle, les larmes jaillissant instantanément, roulant sur ses joues comme des perles de chagrin. Ce n'était pas qu'un sac, c'était une extension d'elle-même,
un symbole de son travail acharné, de son amour pour sa grand-mère, de ses espoirs pour le concours. Chaque esquisse, chaque coup de pinceau représentait des heures de patience, des nuits à rêver de couleurs et de formes. La peinture, pour sa grand-mère en particulier, était un cadeau chargé d'émotions, un portrait qu'elle avait imaginé offrir avec un sourire radieux. Maintenant, ce rêve semblait piétiner, tout comme son portfolio. Isabelle, qui rangeait son propre bagage à main dans le compartiment, se retourna brusquement, alertée par le cri de sa fille. Elle vit immédiatement le portfolio abîmé, gisant sur le tapis de l'allée, la posture arrogante de Claire, et les larmes roulant sur les joues de Sophie. « Comment osez-vous » Sa voix, basse mais vibrante d'une colère contenue, coupa le brouhaha ambiant comme un éclair dans un ciel d'orage. « Vous avez délibérément poussé les affaires de ma fille avec votre pied. C'est inacceptable. » Isabelle, fidèle à l'élégance française, gardait un contrôle apparent, mais ses yeux lançaient des éclairs et sa voix portait l'autorité d'une mère prête à tout pour défendre son enfant. Les passagers proches s'arrêtèrent net, leurs regards passant de l'hôtesse à la fillette en pleurs. Une femme âgée, Madame Lefebvre, assise à la rangée 20, se leva à moitié de son siège, son visage marqué par une indignation sincère. Vêtue d'un élégant manteau de laine et d'un foulard Hermès, elle incarnait la dignité d'une Parisienne d'un certain âge, attachée aux valeurs de courtoisie et de respect. « C'est une honte !» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Cette petite n'a rien fait de mal. Comment peut-on traiter une enfant ainsi, surtout dans un avion français ?» Son intervention, empreinte de l'éloquence d'une femme habituée à défendre ses convictions, attira l'attention d'autres voyageurs. Un homme d'affaires en costume sombre, assis à côté d'elle, hocha la tête en signe d'approbation, tandis qu'un jeune homme, Julien, un journaliste indépendant voyageant en classe économique, sortit discrètement son smartphone et commença à filmer. Il captura l'expression smog de Claire, le portfolio abîmé, et les larmes de Sophie, sentant instinctivement qu'il tenait là une histoire qui pourrait résonner bien au-delà de cette cabine. Claire, loin de s'excuser ou de montrer le moindre remords, haussa les épaules avec une nonchalance provocante. « Madame, » répondit-elle avec un calme condescendant, « votre fille bloquait l'allée et son sac n'était pas correctement rangé. Je l'ai déplacé pour assurer la sécurité et permettre aux autres passagers de passer. » Puis, se tournant vers Sophie avec un sourire mielleux qui sonnait cruellement faux, elle ajouta « Ce n'est qu'un sac, ma chère, une petite rayure, on survit. » Ces mots, prononcés avec une froideur calculée, frappèrent Sophie comme une gifle. Elle s'effondra sur son siège près du hublot, pressant son visage contre la vitre froide pour cacher ses larmes au regard curieux des autres passagers. Certains semblaient compatissants, leurs yeux exprimant une empathie silencieuse. D'autres, mal à l'aise, détournaient le regard, préférant ignorer la scène. Aucun autre membre d'équipage n'intervint, soit par indifférence, soit par peur de s'opposer à Claire, dont l'ancienneté semblait lui conférer une autorité incontestée dans la cabine. Isabelle, bouillonnante de rage, s'assit à côté de sa fille, caressant doucement ses cheveux. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » murmura-t-elle, bien que sa propre voix tremblât d'une fureur contenue. « Ce n'est pas juste, et nous allons arranger ça. » Madame Lefebvre, toujours indignée, continua de murmurer à son voisin, l'homme d'affaires, dont le visage trahissait un mélange d'embarras et de désapprobation. « Cette hôtesse devrait avoir honte, » dit-elle, assez fort pour que d'autres l'entendent. « En France, nous valorisons la courtoisie, le respect, surtout envers une enfant. Cette compagnie Air Lumière devrait mieux former ses employés. » Ces paroles, empreintes d'une indignation morale, résonnèrent dans la cabine, attirant des hochements de tête de quelques passagers. Julien, le journaliste, continuait de filmer discrètement, capturant chaque nuance de l'arrogance de Claire et la détresse de Sophie. Il sauvegarda la vidéo, sentant qu'il tenait là un moment qui pourrait faire les gros titres, une histoire de mépris ordinaire transformée en scandale par la puissance des réseaux sociaux. Isabelle, déterminée à ne pas laisser cette injustice impunie, sortit son téléphone. Elle composa un numéro qu'elle réservait aux situations graves, celui de son mari, Antoine Moreau,
PDG de Morrow Enterprises, un conglomérat français influent dans les secteurs de la technologie verte, de l'immobilier de luxe et des investissements philanthropiques. À Paris, dans une salle de réunion au sommet d'un immeuble haussmannien surplombant la Seine, Antoine interrompit une discussion stratégique sur un projet de ferme solaire en Provence. Son téléphone vibra, affichant le nom d'Isabelle. Les membres de son conseil d'administration, habitués à son calme légendaire et à sa discipline de fer, notèrent de la légère tension dans son regard lorsqu'il consulta l'écran. « Excusez-moi, messieurs, » dit-il, sa voix ferme mais polie, comme toujours empreinte de cette autorité naturelle qui imposait le respect. « Je dois prendre cet appel. » Il s'isola dans son bureau, dont les grandes baies vitrées offraient une vue panoramique sur la tour Eiffel scintillant sous un ciel gris parisien. « Isabelle, tout va bien? Vous êtes à l'aéroport ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude perçant dans sa voix. Isabelle, contenant à peine sa fureur, lui raconta tout. L'attitude méprisante de Claire Dupont, le geste délibéré de pousser le portfolio de Sophie avec son pied, la rayure disgracieuse sur le sac, la déchirure naissante et surtout les larmes roulant sur les joues de leur fille. « Elle est dévastée, Antoine, » conclut-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Ce n'était pas juste un sac, c'était son travail, son cœur, et cette femme l'a traité comme un déchet devant tout le monde. Antoine écouta en silence, son visage s'assombrissant à mesure qu'Isabelle parlait. L'image de Sophie, sa fille rayonnante, si fière de ses créations, réduite à des larmes par une inconnue en uniforme, alluma en lui une colère froide, une rage qu'il réservait aux affronts les plus graves. Il ferma les yeux un instant, visualisant le sourire éclatant de Sophie, maintenant terni par cet acte de mépris gratuit. « Cette femme s'appelle Claire Dupont ?» demanda-t-il, sa voix d'un calme inquiétant, presque menaçant dans sa retenue. « Vol 92 d'Air Lumière, c'est bien ça? »« Oui, » répondit Isabelle, sa voix tremblante encore. « Sophie veut quand même aller à Londres pour le concours. Elle est courageuse, mais elle a mal, Antoine. Elle ne mérite pas ça. » Antoine prit une profonde inspiration, son esprit déjà en mouvement, analysant, planifiant. « Elle ira à Londres, » déclara-t-il, son ton chargé d'une détermination implacable. « Et cette Claire Dupont va apprendre ce qu'il en coûte de manquer de respect à ma famille. Isabelle, ne fais rien pour l'instant. Conforte Sophie, reste avec elle. Je m'occupe de tout. » Il raccrocha et resta un moment immobile, le regard fixé sur la Seine scintillante, où les reflets des lumières parisiennes dansaient comme des étoiles liquides. Air Lumière, il le savait, était une compagnie en difficulté, plombée par des dettes colossales et une réputation entachée par des plaintes répétées pour mauvais service client. Son équipe financière, toujours à l'affût d'opportunités, avait déjà étudié la possibilité d'une acquisition d'Air Lumière, un projet qu'il avait écarté comme trop éloigné de ses priorités stratégiques. Mais cet incident changeait tout. Le mépris de Claire Dupont envers Sophie n'était pas seulement une offense personnelle. Il révélait une culture d'indifférence, un manque de respect systémique qu'Antoine, en tant que père et en tant que leader, ne pouvait tolérer. Il prit une nouvelle inspiration, puis composa le numéro de Camille Laurent, sa chef de cabinet, une femme connue pour son efficacité redoutable et sa loyauté sans faille. « Camille, » dit-il sans préambule, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel, « retardez le vol 92 d'Air Lumière, trouvez un moyen, un protocole de sécurité, une excuse légale, peu importe, et mettez-moi en contact avec le responsable d'Air Lumière à Charles de Gaulle, immédiatement. » À bord du vol 92, les portes s'étaient refermées avec un sifflement pneumatique, scellant la cabine dans une bulle de tension croissante. Sophie, le visage toujours pressé contre le hublot, serrait son portfolio abîmé contre ses genoux, ses larmes séchant lentement sur ses joues, laissant des traces salées. Isabelle, à ses côtés, lui caressait la main, murmurant des mots de réconfort, bien que son esprit bouillonnât de colère et de détermination. Madame Lefebvre, de son siège, continuait de chuchoter son indignation, ses paroles attirant l'attention de plus en plus de passagers, qui commençaient à échanger des regards intrigués.
Julien, le journaliste, sauvegarda sa vidéo, conscient qu'il tenait là un moment qui pourrait faire trembler les réseaux sociaux et au-delà. Claire Dupont, inconsciente de la tempête qui s'annonçait, patrouillait l'allée avec une assurance arrogante, ignorant les regards hostiles qui la suivaient. Mais dans l'ombre, à des kilomètres de là, dans les bureaux cossus de Paris, Antoine Moreau mettait en branle une machine implacable, une force qui allait non seulement bouleverser la carrière de Claire, mais redessiner l'avenir d'une compagnie entière. Le mépris, ce jour-là, avait choisi la mauvaise cible, et les conséquences promettaient d'être aussi rapides que dévastatrices. Dans la cabine du vol 92 d'Air Lumière, immobilisée à la porte d'embarquement de l'aéroport Charles de Gaulle, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Les portes, closes avec un sifflement pneumatique quelques minutes plus tôt, semblaient sceller les passagers dans une bulle de frustration croissante. L'air conditionné peinait à dissiper la chaleur de l'impatience collective, et les murmures des voyageurs, d'abord discrets, se transformaient en un brouhaha de mécontentement. Sophie Dubois, blottie contre le hublot de la rangée 19, serrait toujours son portfolio d'art abîmé, ses doigts caressant la rayure grisâtre qui souillait les motifs floraux qu'elle avait peints avec tant de soin. Ses larmes avaient séché, mais ses yeux, encore rougis, reflétaient une blessure qui allait bien au-delà d'un simple sac endommagé. À ses côtés, Isabelle Moreau, sa mère, maintenait une façade de calme, caressant doucement la main de sa fille tout en murmurant des mots apaisants. « Tout ira bien, ma chérie. Papa s'en occupe. » Mais dans son regard brûlait une colère contenue, une détermination farouche à obtenir justice pour l'humiliation infligée à Sophie. Les autres passagers, témoins de l'incident avec Claire Dupont, l'hôtesse de l'air au comportement méprisant, échangeaient des regards intrigués, certains compatissants, d'autres gênés par l'inaction de l'équipage. Madame Lefebvre, la passagère âgée de la rangée 20, continuait de murmurer son indignation à son voisin, un homme d'affaires nommé Monsieur Giraud, dont le visage sévère trahissait une désapprobation silencieuse. « C'est une honte absolue !» répétait-elle, son foulard Hermès frémissant sous l'effet de son indignation. En France, on traite les enfants avec respect, surtout une petite aussi talentueuse. Julien, le jeune journaliste indépendant assis quelques rangées plus loin, sauvegardait sa vidéo de l'incident sur son smartphone, conscient que les images de Claire poussant le portfolio de Sophie avec son pied pourraient devenir virales. Il rédigea rapidement un tweet, accompagné du hashtag « La Justice pour Sophie », et l'envoya dans l'éther numérique, où il commença à attirer l'attention de milliers d'internautes en quelques minutes. La cabine, figée dans l'attente, ignorait encore que l'incident n'était que l'étincelle d'une tempête bien plus vaste, orchestrée à des kilomètres de là par un homme dont la colère froide allait bientôt secouer les fondations d'Air Lumière. À Paris, dans les bureaux haussmanniens de Moreau Enterprises, Antoine Moreau, PDG et père de Sophie, se tenait debout face à la grande baie vitrée de son bureau, la scène scintillant sous les lumières de la ville comme un ruban d'argent. Son visage, habituellement impassible, trahissait une colère contenue, une rage silencieuse qui ne s'éveillait que dans les moments les plus graves. L'appel d'Isabelle, relatant l'humiliation subie par leur fille, avait transformé une réunion stratégique sur un projet d'énergie renouvelable en une mission personnelle d'une urgence absolue. Antoine n'était pas seulement un père protecteur, il était un homme d'affaires redoutable, connu pour sa capacité à saisir les opportunités et à transformer les crises en leviers de pouvoir. Air Lumière, il le savait, était une compagnie en difficulté, plombée par des dettes colossales et une réputation ternie par des plaintes répétées pour un service client médiocre. Quelques mois plus tôt, son équipe financière, menée par la brillante Camille Laurent, avait préparé un dossier sur la compagnie, explorant la possibilité d'une acquisition. À l'époque, Antoine avait jugé le projet trop éloigné des priorités de Moreau Enterprises, qui se concentrait sur la technologie verte et l'immobilier de luxe. Mais l'incident avec Sophie changeait tout. Le mépris de Claire Dupont n'était pas seulement une offense personnelle. Il révélait une culture d'indifférence systémique au sein d'Air Lumière, une faille qu'Antoine, avec son sens aigu de la justice et son pouvoir financier, était déterminé à exploiter. Il composa le numéro de Camille, sa chef de cabinet, une femme d'une efficacité redoutable, connue pour exécuter ses ordres avec une précision quasi militaire. Camille,
dit-il sans préambule, sa voix tranchante comme une lame. Retardez le vol 92 d'Air Lumière. Trouvez un moyen, un protocole de sécurité, une excuse légale, peu importe. Et mettez-moi en contact avec le responsable d'Air Lumière à Charles de Gaulle, immédiatement. Bon, Camille, habituée aux décisions audacieuses d'Antoine, ne posa aucune question. Entendu, monsieur Moreau, je m'en occupe. En quelques minutes, elle mobilisa une équipe de juristes et de contacts dans l'aviation, orchestrant un retard sous le prétexte d'un protocole de sécurité VIP invoqué par une autorité externe. À l'aéroport, le commandant de bord, un homme expérimenté mais visiblement perplexe, fit une annonce dans la cabine. « Mesdames et messieurs, nous faisons face à un retard imprévu pour des raisons de sécurité. Veuillez rester assis, nous vous tiendrons informés dès que possible. » Les passagers, déjà agités, échangèrent des regards perplexes. Certains consultèrent leurs montres, d'autres lancèrent des regards accusateurs à l'équipage, tandis que des murmures de frustration commençaient à enfler. Sophie, toujours blottie contre le hublot, leva les yeux vers sa mère. « Pourquoi on ne part pas, maman ?» demanda-t-elle, sa voix encore fragile. Isabelle, caressant ses cheveux, répondit doucement. « Je ne sais pas, ma chérie, mais ton père est au courant de ce qui s'est passé. Il s'en occupe. » Ces mots, simples en apparence, portaient une promesse lourde de conséquences. Claire Dupont, inconsciente de l'ouragan qui se préparait, patrouillait l'allée avec une assurance arrogante, ignorant les regards hostiles des passagers. Elle s'arrêta brièvement près de la Galley avant pour discuter avec un autre membre d'équipage, Marc, un steward plus jeune qui semblait mal à l'aise en sa présence. Marc, discret mais observateur, avait noté le comportement de Claire depuis des années. Son habitude de parler aux passagers avec un mépris à peine voilé, sa tendance à abuser de son autorité, et même des rumeurs persistantes sur des comportements douteux lors de vols internationaux moins surveillés. Il n'avait jamais osé parler, par peur des représailles ou par loyauté mal placée envers une collègue d'expérience. Mais l'incident avec Sophie l'avait ébranlé. Il murmura à Claire. « Tu n'aurais pas dû faire ça, Claire. La petite n'a rien fait de mal. » Claire haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, Marc, arrête. Ce n'est qu'un sac. Ils exagèrent. » Marc, mal à l'aise, détourna le regard, mais une graine de doute s'était plantée en lui. Pendant ce temps, à l'aéroport, Camille Laurent, vêtue d'un tailleur noir impeccablement coupé, fit irruption dans le bureau du responsable de l'escale, Gérard Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années au visage rougeau, déjà débordé par la gestion chaotique du terminal. Son bureau, encombré de dossiers et d'un ordinateur daté, sentait le café froid et le stress. « Monsieur Dubois, » commença Camille, son ton poli mais inflexible, « je suis Camille Laurent, représentante de Monsieur Antoine Moreau. Il exige une discussion immédiate concernant un incident grave impliquant une de vos hôtesses, Claire Dupont, sur le vol 92. Le vol restera cloué au sol jusqu'à ce que cette affaire soit réglée à la satisfaction de Monsieur Moreau. » Gérard, abasourdi, bafouilla. « Clouer un vol? Pour quelle raison? Qui est ce Monsieur Moreau pour exiger une chose pareille? Nous avons des réglementations internationales, des protocoles. Je ne peux pas immobiliser un 737 pour une simple plainte. » Camille esquissa un sourire fin, presque reptilien. « Monsieur Dubois, Moreau Enterprises est un acteur majeur dans plusieurs secteurs, et il se trouve que depuis quelques minutes, des manœuvres financières impliquant Air Lumière ont été lancées. Je vous suggère de vérifier avec votre siège social. La solvabilité de votre compagnie pourrait dépendre de la bonne volonté de Monsieur Moreau. » Gérard, déconcerté, reçut presque immédiatement un appel frénétique de son siège social à Paris. La voix, à l'autre bout du fil, celle d'un cadre supérieur visiblement paniqué, mentionnait des rumeurs alarmantes. Un actionnaire majeur vendait ses parts, les créanciers s'agitaient et une OPA hostile, orchestrée par une entité aux ressources colossales, semblait imminente. Le nom de Moreau Enterprises revenait sans cesse, comme un spectre menaçant. Gérard, le visage blême, reposa le combiné, ses mains tremblantes. « Que s'est-il passé exactement » demanda-t-il à Camille, sa voix réduite à un murmure.
Camille, avec une précision chirurgicale, relata l'incident. L'attitude méprisante de Claire, le geste délibéré de pousser le portfolio de Sophie avec son pied, les larmes de la fillette et les sous-entendus discriminatoires perçus par Isabelle. Elle mentionna également la peinture spéciale pour la grand-mère de Sophie, ajoutant une dimension émotionnelle à l'offense. Gérard écouta, son visage s'assombrissant à chaque mot. Il gérait des plaintes quotidiennes, mais celle-ci était différente. Elle impliquait la fille d'un homme qui, selon les rumeurs, pouvait acheter et vendre Air Lumière avant le petit déjeuner. C'est profondément préoccupant, bafouilla-t-il, essuyant son front moite. Si c'est vrai, c'est inacceptable. Oh, c'est vrai, assura Camille, son ton dénué d'émotion mais lourd de certitude. Monsieur Moreau est en route pour l'aéroport. Il souhaite s'entretenir personnellement avec mademoiselle Dupont et il exige qu'elle soit retirée du vol en attendant une enquête complète. Gérard, horrifié par les implications, protesta faiblement. Retirer une hôtesse d'un vol déjà fermé? Cela va causer un retard de plusieurs heures, des coûts énormes, des plaintes. Camille l'interrompit, son regard glacial. Ce sont des problèmes d'air-lumière, monsieur Dubois, pas ceux de monsieur Moreau. Considérez ceci comme votre première opportunité de démontrer un engagement à corriger ces erreurs. À bord, le commandant fit une nouvelle annonce, sa voix teintée de perplexité. Mesdames et messieurs, nous devons prolonger ce retard en raison d'un protocole de sécurité VIP. Nous restons à la porte jusqu'à nouvel ordre. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Les passagers, maintenant franchement agacés, commencèrent à s'agiter. Des téléphones sortirent, des appels furent passés et des spéculations fusèrent. Était-ce une menace terroriste? Un problème technique? Sophie, intriguée par l'agitation, murmura à sa mère. « Pourquoi tout ça, maman ?» Isabelle, sentant que quelque chose d'important se tramait, répondit « Ton père veille sur toi, ma chérie. » Julien, le journaliste, vit son tweet exploser en popularité, partagé des centaines de fois en quelques minutes. Des commentaires indignés affluaient, dénonçant le comportement de Claire et saluant le courage de Sophie. Madame Lefebvre, galvanisée par l'atmosphère, s'adressa directement à un autre passager. « Cette petite mérite des excuses publiques. Air Lumière doit répondre de ça. » Son indignation, empreinte de la droiture morale française, trouva un écho chez plusieurs voyageurs qui commencèrent à discuter de l'incident entre eux. Claire, de plus en plus nerveuse, conféra avec le chef de cabine, un homme nommé Philippe, qui semblait dépassé. « C'est quoi ce retard ?» siffla-t-elle, irritée. « Ça va ruiner notre planning. » Philippe, mal à l'aise, haussa les épaules. « Ce n'est pas Claire, mais ça vient d'en haut. » Quelques instants plus tard, le copilote émergea du cockpit et s'approcha d'elle. « Claire, » dit-il, sa voix basse et tendue, « le responsable de l'escale veut te voir. Tout de suite. Prends tes affaires. »« Moi ?» répondit-elle, sa voix montant dans les aigus. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Son esprit s'emballa. Était-ce à cause de la fille et de son sac ridicule? Non, impossible. Ce n'était qu'un incident mineur, une exagération de la part d'une mère trop sensible. Mais une pointe d'inquiétude commença à la ronger. Sous les regards curieux et parfois accusateurs des passagers, elle rassembla son sac d'équipage, son visage blêmissant. Le portillon avant fut rouvert, un acte rare qui attira l'attention de tous. Claire, humiliée, traversa l'allée sous un silence oppressant, sentant les yeux des passagers peser sur elle. Madame Lefebvre murmura à Sophie, « Justice arrive, ma petite, ne t'inquiète pas. » Dans le terminal, Gérard Dubois attendait Claire à la porte, flanqué de 2 agents de sécurité. « Mademoiselle Dupont, dit-il, son ton formel mais tremblant, venez avec moi, quelqu'un souhaite vous parler. » Claire, déconcertée et sur la défensive, suivit, son esprit tourbillonnant de questions. Qui pouvait bien être ce « quelqu'un » Elle n'eut pas à attendre longtemps. Strident à travers le terminal, accompagné de Camille Laurent et de 2 agents de sécurité aux allures intimidantes, se tenait Antoine Moreau. Son costume sur mesure, d'un gris anthracite impeccable, et son aura d'autorité absolue imposaient le silence autour de lui. Son visage, marqué par une colère froide, semblait taillé dans le marbre. Gérard fit un geste faible vers Claire.
Monsieur Moreau, voici Claire Dupont. Antoine s'arrêta à quelques pas d'elle, ses yeux perçants la transperçant comme des lames. Il ne dit rien pendant un long moment, laissant le silence s'étirer, oppressant, insupportable. Claire sentit son assurance vaciller, son arrogance s'effritant sous ce regard implacable. Enfin, il parla, sa voix basse, contrôlée, mais chargée d'une menace contenue. Mademoiselle Dupont, je suis Antoine Moreau. Ma fille, Sophie, était passagère sur votre vol aujourd'hui. C'est elle dont vous avez jugé bon de piétiner le portfolio d'art avec votre pied. Claire blêmit, son sang se glaçant dans ses veines. Le père de la fillette? Cet homme imposant, dont la simple présence semblait faire trembler l'air autour de lui? Ses propres mots, ce n'est qu'un sac, résonnaient maintenant dans son esprit, moqueur, accusateur. La réalité de ses actions, de son mépris désinvolte, commençait à peser sur elle comme une enclume. « Monsieur, bafouilla-t-elle, c'était un malentendu, je ne voulais pas. » Antoine leva une main, un geste subtil mais d'une autorité écrasante. « Un malentendu ?» répéta-t-il, sa voix dangereusement calme. « Vous avez humilié une enfant de 12 ans. Vous avez abîmé son travail, ses rêves, un cadeau pour sa grand-mère. Vous l'avez fait pleurer, mademoiselle Dupont. Et cela, je ne le prends pas à la légère. » Gérard, nerveux, tenta d'intervenir. « Monsieur Moreau, je vous assure qu'Air Lumière prend toutes les plaintes au sérieux. Mademoiselle Dupont fera l'objet d'une enquête interne. » Et Antoine tourna son regard glacial vers lui. « Monsieur Dubois, vos enquêtes internes m'importent peu pour l'instant. Ce qui m'importe, c'est que justice soit rendue, et elle le sera. » Il se tourna vers Camille. « Informez-les des dernières nouvelles concernant Air Lumière. » Camille, impassible, s'avança. « Il y a 20 minutes, Moreau Enterprises a initié une série d'acquisitions contingentes et d'injections de capital d'urgence, déclenchées par des violations de covenants dans les accords de dette d'Air Lumière. Monsieur Moreau est désormais l'actionnaire majoritaire de la maison mère d'Air Lumière, Global Air Group. Son premier ordre est le licenciement immédiat de mademoiselle Dupont pour faute grave. » Claire, abasourdie, vacilla légèrement. « Vous avez acheté la compagnie? À cause d'un sac? » murmura-t-elle, incrédule. Antoine la fixa, son sourire froid comme l'hiver. « À cause du mépris, mademoiselle Dupont. Le respect n'est pas négociable. » La tempête était là, et Claire venait de comprendre qu'elle en était l'épicentre. La cabine du vol 92 d'Air Lumière, toujours clouée au sol à l'aéroport Charles de Gaulle, vibrait d'une tension presque palpable. Les passagers, lassés par l'attente prolongée, échangeaient des regards agacés, certains pianotant frénétiquement sur leur téléphone, d'autres murmurant des théories sur la cause de ce retard inhabituel. Sophie Dubois, assise près du hublot à la rangée 19, serrait encore son portfolio abîmé, ses doigts traçant machinalement la rayure grisâtre qui souillait ses motifs floraux. Ses larmes avaient séché, mais une lueur de résilience commençait à poindre dans ses yeux, nourrie par les murmures rassurants de sa mère, Isabelle Moreau, qui caressait doucement sa main. « Tout va s'arranger, ma chérie, » répétait-elle, bien que son propre cœur bouillonnât encore de colère face à l'humiliation infligée par Claire Dupont, l'hôtesse de l'air dont le geste méprisant avait déclenché une tempête bien au-delà de cette cabine. Madame Lefebvre, la passagère âgée de la rangée 20, continuait de partager son indignation avec son voisin, M. Giraud, sa voix vibrante d'une droiture toute parisienne. « Cette compagnie doit répondre de ses actes, » déclarait-elle, son foulard Hermès frémissant sous l'émotion. « En France, on ne traite pas une enfant ainsi. » Julien, le jeune journaliste indépendant, voyait sa vidéo de l'incident devenir virale sur les réseaux sociaux, le hashtag #Justice pour Sophie attirant des milliers de commentaires indignés. À l'insu de tous, dans les coulisses du terminal, Antoine Moreau, père de Sophie et PDG de Moreau Enterprises, venait de poser la première pierre d'une révolution qui allait non seulement bouleverser la carrière de Claire, mais redéfinir l'avenir d'Air Lumière. Son acquisition éclair de la maison mère de la compagnie, Global Air Group, avait envoyé une onde de choc à travers les bureaux de la direction, et les conséquences ne faisaient que commencer. Dans le terminal, Claire Dupont, escortée hors du vol 92 sous les regards curieux des passagers,
se tenait maintenant dans une salle austère près de la porte d'embarquement, face à Antoine Moreau. L'homme, dans son costume gris anthracite taillé sur mesure, dégageait une autorité écrasante, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une colère froide. Gérard Dubois, le responsable de l'escale, se tenait en retrait, son visage blême trahissant sa panique face à l'ampleur de la situation. Camille Laurent, la chef de cabinet d'Antoine, observait la scène avec une neutralité professionnelle, son tablette à la main, prête à exécuter les ordres de son patron. Claire, dont l'arrogance s'était effritée comme un château de sable, bafouilla une nouvelle tentative de défense. « Monsieur, je n'ai fait que mon travail. Le sac bloquait l'allée, c'était pour la sécurité. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Antoine, immobile, la fixa pendant un long moment, laissant le silence peser sur elle comme une sentence. « Mademoiselle Dupont, » dit-il enfin, sa voix basse mais tranchante comme une lame, « vous avez humilié une enfant de 12 ans. Vous avez piétiné son travail, ses rêves, un cadeau destiné à sa grand-mère. Vous l'avez fait pleurer, et cela, je ne le tolère pas. Votre emploi chez Air Lumière est terminé. Immédiatement. » Claire, abasourdie, sentit ses jambes trembler. « Terminé? Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un syndicat, des droits, des procédures. » Gérard, nerveux, tenta d'intervenir. « Monsieur Moreau, bien que l'incident soit grave, un licenciement immédiat nécessite une enquête formelle. » Antoine tourna son regard glacial vers lui, le réduisant au silence. « Monsieur Dubois, dit-il, les procédures de votre compagnie m'importent peu pour l'instant. Ce qui m'importe, c'est la justice. Et elle sera rendue. » Il fit un signe à Camille qui s'avança, son ton aussi précis qu'un métronome. « Il y a 30 minutes, Moreau Enterprises a acquis une participation majoritaire dans Global Air Group, la maison mère d'Air Lumière, via des injections de capital d'urgence et des violations de covenants dans vos accords de dette. Monsieur Moreau est désormais l'actionnaire majoritaire. Son premier ordre, validé par le conseil d'administration intérimaire, est le licenciement de mademoiselle Dupont pour faute grave et conduite portant atteinte à la réputation de la compagnie. » Claire vacilla, ses yeux écarquillés d'angoisse. « Vous avez acheté la compagnie? À cause d'un sac? » murmura-t-elle, incrédule. Antoine esquissa un sourire froid, dénué de chaleur. « À cause du mépris, mademoiselle Dupont, le respect n'est pas négociable, ni pour ma fille, ni pour aucun passager. » Il se tourna vers Gérard, dont le visage était maintenant à chaîne. « Vous veillerez à ce que mademoiselle Dupont soit escortée hors des locaux de l'aéroport. Elle recevra tout salaire dû selon son contrat, mais son association avec Air Lumière s'arrête ici. Ses privilèges de vol sont révoqués, et elle ne travaillera plus jamais pour une compagnie affiliée à Global Air Group. » Gérard, vaincu, hocha la tête, incapable de répondre. Claire, figée, sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'arrogance qui l'avait définie 1 heure plus tôt s'était transformée en un cauchemar éveillé. Antoine, sans un regard de plus, tourna les talons, laissant derrière lui une femme brisée et un responsable d'escale dépassé par les événements. Mais Antoine ne s'arrêta pas là. Alors que Claire était escortée hors du terminal, il monta à bord du vol 92, sa présence imposante faisant taire les murmures des passagers. Il s'arrêta à la rangée 19, où Sophie leva les yeux, surprise, un mélange d'admiration et de confusion dans son regard. Isabelle, à ses côtés, lui adressa un sourire empreint de fierté. Antoine s'accroupit près de sa fille, sa voix adoucie par une tendresse paternelle. « Ça va, ma princesse ?» demanda-t-il, effleurant doucement ses cheveux. Sophie hocha la tête, un sourire hésitant naissant sur ses lèvres. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé? » Antoine lui fit un clin d'œil. « Disons simplement que la compagnie voulait s'assurer que ses passagers, surtout les jeunes artistes talentueuses, soient traités avec le respect qu'ils méritent. » Il toucha délicatement le coin abîmé du portfolio. « Nous ferons réparer ceci, ou mieux encore, nous t'en offrirons un nouveau, conçu par ton artiste préféré. Qu'en penses-tu? » Wedo, Yahum, Ya. Sophie gloussa, un son léger qui réchauffa le cœur d'Antoine.
Il se redressa alors et s'adressa à la cabine entière, sa voix claire et rassurante, empreinte de l'élégance et de l'autorité d'un homme habitué à commander l'attention. Mesdames et messieurs, je suis Antoine Moreau. Je vous présente mes excuses pour le retard que vous avez subi. Un incident impliquant un membre d'équipage et ma fille a été réglé. Je tiens à vous assurer que ce comportement n'est pas représentatif des standards que nous souhaitons pour Air Lumière. Un murmure parcourut la cabine, les passagers échangeant des regards stupéfaits. Antoine poursuivit, son ton ferme mais chaleureux. Ma société, Morrow Enterprises, a pris aujourd'hui une participation majoritaire dans Air Lumière. Nous nous engageons à transformer cette compagnie en un modèle de respect, de dignité et de service exceptionnel pour chaque passager. En guise d'excuse pour ce désagrément, tous les passagers de ce vol recevront un bon pour un surclassement gratuit en classe affaires sur leur prochain voyage avec nous. De plus, nous ferons un don substantiel à des programmes d'art pour la jeunesse à Paris et à Londres. Merci de votre patience et je vous souhaite un excellent vol. Des exclamations étouffées et des murmures d'incrédulité emplirent de la cabine. Les passagers, abasourdis, commencèrent à chuchoter. « Il a acheté la compagnie? Pour sa fille ?» Sophie, désormais souriante, regarda son père avec une admiration nouvelle. Isabelle, émue, serra la main de son mari lorsqu'il lui adressa un regard complice avant de quitter l'avion. Alors que les portes se refermaient enfin et que le Boeing 737 commençait à rouler vers la piste, une énergie nouvelle semblait circuler parmi les passagers. Madame Lefebvre, rayonnante, se pencha vers Sophie. « Ton père est un homme remarquable, ma petite. Tu peux être fière. » À Londres, Sophie participa à son concours d'art, sa peinture pour sa grand-mère, malgré la légère déchirure sur le bord, devenant le clou de l'exposition. Inspirée par l'épreuve qu'elle avait surmontée, elle livra une présentation émouvante, racontant comment son amour pour l'art l'avait aidée à trouver du courage. Elle remporta un prix spécial, et les juges, touchés par son histoire, firent l'éloge de sa résilience. La vidéo de Julien, devenue virale, transforma Sophie en une icône involontaire, un symbole de résistance face à l'injustice quotidienne. Des lettres et des messages affluèrent de personnes ayant subi des traitements similaires dans des contextes variés, faisant de Sophie une voix inattendue pour le changement. Antoine, de retour à Paris, lança une refonte complète d'Air Lumière. Il remplaça la direction, renvoyant les cadres négligents et instaura des formations obligatoires sur le respect, la sensibilité culturelle et la gestion des conflits. La devise dépassée « Le client a toujours raison » fut abandonnée au profit d'un nouveau mantra. Chaque passager mérite respect et dignité. Une politique de tolérance zéro contre tout comportement discriminatoire fut mise en place, accompagnée d'augmentations de salaires et de récompenses pour les employés exemplaires. Antoine lança également l'initiative Sophie, un programme de formation interactif pour les 12 000 employés d'Air Lumière, conçu avec des experts en expérience client et des associations de défense des droits humains. Ce programme, immersif et obligatoire, mettait l'accent sur l'empathie, la détection des biais inconscients et les techniques de désescalade. Les employés qui ne respectaient pas ces nouvelles normes étaient réaffectés ou licenciés, tandis que ceux qui excellaient étaient célébrés. Mais le changement ne fut pas sans résistance. Une poche de cadres intermédiaires et d'employés de longue date, attachés à l'ancienne culture laxiste d'Air Lumière, tenta de saboter les réformes. Des dossiers de formation furent accidentellement égarés, des plaintes anonymes furent envoyées aux autorités de l'aviation pour des détails insignifiants, et des rumeurs malveillantes circulèrent pour discréditer l'histoire de Sophie. Un ancien responsable des ressources humaines, licencié pour négligence, tenta même de vendre une fausse version des faits à un tabloïd, prétendant que Sophie avait été indisciplinée. L'équipe d'Antoine, vigilante, contrecarra ces manœuvres avec une efficacité redoutable, fournissant des témoignages de passagers, dont celui de Madame Lefebvre, pour rétablir la vérité. Le tabloïd, craignant un procès, se rétracta rapidement. Pendant ce temps, Claire Dupont affrontait les conséquences de ses actes. Marc, le steward qui avait assisté à l'incident, trouva le courage, sous la nouvelle direction d'Air Lumière, de révéler des informations troublantes.
Il confia à l'équipe d'enquête interne que Claire avait été impliquée dans un réseau discret de vols mineurs dans les bagages des passagers sur des vols internationaux peu surveillés. Des images de vidéosurveillance, précédemment ignorées par un superviseur complice, furent retrouvées, confirmant les accusations. Une enquête policière s'ensuivit, et Claire, déjà discréditée publiquement, fut condamnée pour vol. Sa réputation en ruine, elle devint un symbole d'arrogance punie, son nom associé à une leçon brutale sur les conséquences des petites cruautés. Antoine, déterminé à transformer l'épreuve de Sophie en une force positive, créa la Fondation Éclat d'Art, financée par le don promis sur le vol. Cette fondation, dirigée avec l'aide de Sophie et d'Isabelle, fournissait des fournitures artistiques et des mentors aux enfants défavorisés, encourageant la créativité comme moyen d'expression et de résilience. Sophie, inspirée par son expérience, offrit sa peinture abîmée à un petit musée communautaire de Londres, où elle fut exposée comme un symbole de courage face à l'adversité. Lors de l'inauguration, elle déclara, la voix tremblante mais assurée: « Ce n'était pas qu'un sac, c'était mon cœur, et maintenant, il aide d'autres cœurs à s'exprimer. » Sous la direction d'Antoine, Air Lumière commença une transformation lente mais constante. Les scores de satisfaction des passagers, autrefois abyssaux, grimpèrent progressivement. Les employés, voyant un réel investissement dans leur bien-être, commencèrent à adhérer à la nouvelle culture. La livrée de la compagnie fut modernisée et son slogan devint « Voler avec respect ». Les concurrents, sentant la pression d'un rival soudainement dédié à l'excellence, réévaluèrent leurs propres pratiques, déclenchant ce que les analystes surnommèrent l'effet Moreau. Madame Lefebvre, invitée comme ambassadrice honorifique dans une campagne publicitaire d'Air Lumière, raconta son indignation face à l'incident, devenant une figure de la défense des droits des passagers. Julien, quant à lui, publia un article retentissant dans un grand journal français, transformant l'histoire de Sophie en une fable moderne sur la justice et le pouvoir. L'incident du vol 92, né d'un geste de mépris, devint un catalyseur pour un changement systémique. Antoine n'avait pas seulement acheté une compagnie pour punir une employée. Il avait saisi une opportunité de prouver que la richesse et le pouvoir, lorsqu'ils sont guidés par des valeurs, peuvent transformer une injustice en un héritage durable. Sophie, désormais plus forte, regardait le monde avec une nouvelle assurance, son portfolio abîmé reposant dans sa chambre comme un rappel que même les moments les plus sombres peuvent donner naissance à des éclats de lumière. Cette histoire, vibrante d'émotion et de justice, résonne profondément dans le cœur de tout Français, où les valeurs de respect, de dignité et de solidarité sont des piliers de notre culture. L'incident du vol 92, où le mépris de Claire Dupont envers la jeune Sophie a déclenché une transformation radicale d'Air Lumière, nous rappelle que chaque geste compte. Le courage d'Antoine Moreau, utilisant son pouvoir pour défendre sa fille et réformer une entreprise, incarne l'idéal français de justice sociale et d'élégance dans l'action. Pour nous, dans la vie quotidienne, cette histoire enseigne l'importance de traiter chacun avec respect, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un inconnu. Un petit acte de mépris peut avoir des conséquences immenses, tout comme un geste de bienveillance peut inspirer un changement positif. Appliquons cette leçon en cultivant l'empathie dans nos interactions, en valorisant la créativité des jeunes et en défendant ceux qui subissent l'injustice. Soyons des acteurs de respect, comme Sophie l'a été avec son art et comme Antoine l'a été avec son engagement. Qu'en pensez-vous? Cette histoire de justice vous a-t-elle inspiré? Donnez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur le respect et la justice dans notre société.